Donc, je suppose que c'est pas pour vous mettre à l'abri des rayons du soleil que vous êtes venu ici, c'est pour entendre parler du livre que les deux camarades à ma gauche ont écrit. Il y en a un troisième, il n'a pas pu venir. Il voulait venir, il était malade. Il est donc excusé. On en est désolé pour lui. Donc c'est un livre qui s'appelle « Résistance anti-nazie ouvrière internationaliste, de Nantes à Brest, les trotskistes dans la guerre, 1939-1945 ». Bon, je précise qu'il y aura donc un exposé, il y aura des questions. Après, vous pourrez acheter le livre qui sera en vente, là, vous savez, la petite guitoune à droite, mais il est aussi en vente dans toutes les librairies de la fête. Pour ceux qui seraient pressés, voilà, ces précisions, elles sont mises. Alors, il y en a peut-être certains aussi qui sont venus il y a 2 heures au débat qu'on avait eu avec Marek Corben sur les cravates larades, qui parle un peu du même sujet, qui était un roman policier. C'est vraiment par hasard. Hein. Vous, c'est pas un roman. Oui, vous, c'est pas un roman, vous, c'est un livre d'histoire, et où il y aura des réponses sans doute à des questions qui ont été posées, ou que certains se sont posées, ou on réfléchit après avoir assisté à ça. Donc ce dont il va être question, c'est l'activité de militants trotskistes pendant la guerre 39-45, d'abord à Nantes et ensuite à Brest. Vous verrez pourquoi je dis d'abord et ensuite, les camarades s'en expliqueront. Une petite précision aussi, les deux camarades qui sont là défendent des positions qui sont des positions globalement proches de la tradition de la UNPA, de la LCR. Plutôt de la LCR. Plutôt de la LCR, voilà. Bon, qui ne sont pas vraiment les nôtres sur un certain nombre de choses, mais justement on peut en discuter, et on peut d'autant plus en discuter tout à l'heure, si vous voulez, hein, que dans le livre, bon, eh ben, ils expliquent que la tendance dont nous sommes issus n'avait pas la même façon d'analyser la guerre qui venait que la tendance, disons, dominante de ce qui étaient les trotskistes en France. Alors, il ne s'agit pas d'introduire une polémique là, artificiellement, mais moi je dirais même que j'ai lu avec vachement d'intérêt ce livre, et je le recommande, parce qu'il est extrêmement bien informé, il apporte beaucoup de détails sur ce qu'on fait des militants dans des conditions extrêmement difficiles, et sur un sujet qu'on ne connaît pas, en tous les cas, dont on ne nous parle jamais, hein, et la situation étant ce qu'elle est, avec les bruits de bottes qui sonnent de plus en plus fort, c'est pas inutile de savoir comment des camarades bien avant nous ont eu à répondre à des problèmes qui se sont posés à eux, alors qu'ils étaient, et moi j'insiste parce qu'on est tous d'une génération qui a déjà un certain nombre d'heures de vol, hein, c'était des très jeunes camarades. Des vieux, tu veux dire. Bon, voilà. Bon, c'était des très jeunes militants. Hein. Ils avaient une vingtaine d'années. Et quand on voit ce qu'ils ont fait, eh ben, on a envie de dire la première chose, chapeau. Il faudra qu'on soit capable de faire la même chose par les temps qui approchent. Voilà. Donc, je passe la parole, je ne sais pas si c'est François Prénaud ou Robert qui commence, mais voilà, je vous les ai présentés. Merci. Ah, attendez d'avoir entendu avant d'applaudir. Hein. Bon, donc on essaiera effectivement quand on sera des jeunes militants, on essaiera de faire la même chose qu'eux. Bon, le livre est surtout consacré, plus qu'au débat entre les courants trotskistes, est surtout consacré, comme tu l'as dit, à l'action de ces militants qui étaient dans une période exceptionnellement difficile. Donc moi, je vais vous présenter comment dirais-je, les caractéristiques générales de la période dans lesquelles s'inscrit l'action de ces jeunes militants. Et puis François, qui a fait le gros du travail de recherche documentaire et d'archives, va entrer plus dans le cœur du sujet et dans le cœur de l'action de ces jeunes militants. Alors, d'abord, pour présenter un petit peu la période, je pense qu'on peut reprendre l'expression de Victor Serge, il est minuit dans le siècle, hein, s'il est minuit dans le siècle,
expression que beaucoup de militants et militantes ici connaissent et qui retrace bien la période des années 30 et évidemment 40, hein, où après la victoire, la défaite du mouvement ouvrier allemand et l'accession au pouvoir d'Hitler en 1933. Alors dans ces années-là, parce que évidemment ces militants, ils sont jeunes, hein, mais même s'ils sont très jeunes, ils ont commencé avant la Seconde Guerre mondiale à militer. Et il y a une année qui est très importante pour eux, c'est l'année 36. Alors évidemment, bon, l'année 36, hein, c'est le Front populaire, c'est l'éclaircie dans cette période qui approche de minuit dans le siècle, c'est la période du Front populaire, et ils sont mobilisés par cette période, les grèves, etc. Mais comme vous le savez, l'année 36, c'est aussi très vite, hein, après, vous avez tous vu des images, hein, des ouvriers et ouvrières partant dans les congés payés, et au moment où commencent ces congés payés, s'engage la guerre d'Espagne, hein, avec le coup d'État fasciste du 18 juillet 36, et la guerre d'Espagne va beaucoup marquer ces jeunes militants, hein, les militantes, et notamment le refus de l'intervention pour soutenir le mouvement ouvrier espagnol va marquer ces jeunes militants et militantes et les orienter aussi vers le trotskisme. Et puis l'année 36, c'est aussi en août 36 les premiers procès de Moscou contre une partie de la vieille garde bolchevique, Zinoviev, Kamenev, qui sont assassinés, exécutés par les procès staliniens. Donc tout ça, c'est la toile de fond dans laquelle ces jeunes militants issus de la gauche, et souvent de la gauche socialiste, je vais y revenir, vont s'orienter vers les trotskistes. Et 1936, je dirais que, j'ai dit 1936, mais on parle de Nantes, mais on parle aussi de Brest, et à Brest, 1936, c'est plutôt en 1935. Enfin, je veux dire, il y a à Brest, en 1935, une situation d'insurrection, hein, à cause d'une baisse de salaire des ouvriers de l'Arsenal et d'une austérité très forte, et il y a une véritable insurrection avec des morts, etc. Et ça a beaucoup marqué aussi une série de jeunes militants brestois. Bien, après, dans les années d'après 36, comme vous le savez, c'est la marche vers la guerre, hein, je ne vais pas vous faire un cours d'histoire, même si ce fut mon métier. Pour les trotskistes, je pense, le moment où il est vraiment minuit dans le siècle, hein, c'est aussi l'assassinat de Trotsky le 20 août 1940. Et cet assassinat de Trotsky laisse ces jeunes militants, dont notre camarade a dit qu'ils étaient effectivement très jeunes, il les laisse désemparés face à une situation plus que difficile, c'est-à-dire la Seconde Guerre mondiale et la domination nazie. Il les laisse désemparés parce que Trotsky était véritablement l'inspirateur du mouvement, hein, le dirigeant de la révolution russe, etc. Donc c'est dans cette période, avec ces jeunes militants désemparés, qu'on va avoir notre histoire. Alors, ces jeunes militants vont rejoindre l'opposition de gauche et la 4e internationale. Donc, quelques mots au sujet de l'opposition de gauche et du mouvement pour la 4e internationale. Bon, comme beaucoup ici le savent, à partir des années 20, Trotsky et un certain nombre de militants bolcheviques ont entamé le combat contre la stalinisation et la bureaucratisation de l'URSS. Et ils ont commencé à essayer de recruter, d'organiser d'abord ce qu'on appelle l'opposition de gauche, et de l'organiser à l'intérieur des partis communistes, avec même un certain nombre de responsables communistes qui ont rejoint les trotskistes. C'est vrai en France, c'est vrai dans d'autres pays. Il y a même des pays, hein, je pense par exemple aux États-Unis, hein, ou en Belgique, où une partie importante, voire la majorité du parti communiste, rejoignait les trotskistes. Donc cette période de l'opposition de gauche où les trotskistes cherchent à gagner presque uniquement des militants communistes, cette période va, je dirais, évoluer de manière décisive en 1933 parce que Trotsky considère que 1933, c'est l'équivalent pour la 3e internationale de ce qui a été 1914 pour la 2e, c'est-à-dire une trahison. Considère que le refus de l'unité contre le danger nazi représente une trahison. Hein, vous avez sa fameuse formule, le prolétariat allemand se relèvera, le stalinisme jamais. L'histoire a montré que c'était un peu plus compliqué, mais en tout cas, il y a cette évolution vers l'idée qu'il faut maintenant créer une 4e internationale. Et là, Trotsky continue évidemment à s'adresser, les trotskistes continuent à s'adresser aux militants communistes, bien évidemment, mais ils considèrent qu'il faut aussi s'adresser aux militants socialistes, et ça dépend évidemment des pays. Pour la France, Trotsky va engager en 1934 ce qu'on appelait le tournant français, c'est-à-dire demander à ses militants d'entrer
dans le Parti socialiste pour y gagner un certain nombre de militants, et notamment pour y gagner des jeunes. La SFIO de l'époque, le Parti socialiste, était évidemment très différent du Parti socialiste de François Hollande et de Manuel Valls. C'était un parti ouvrier avec des jeunes travailleurs, etc. Et les militants trotskistes gagnent un certain nombre de jeunes et ont une influence importante. Et puis ils se font exclure par la direction du Parti socialiste, de la SFIO, très soucieuse de son alliance avec les communistes qui ne veulent évidemment pas entendre parler, avec les staliniens qui ne veulent pas entendre parler des trotskistes. Et donc à ce moment-là, il va y avoir évidemment la création de partis indépendants, notamment le Parti ouvrier internationaliste et le Parti communiste internationaliste, parce que les trotskistes, et bon, on sait les uns et les autres que c'est toujours le cas, les trotskistes à l'époque se divisent pour des raisons tactiques dans lesquelles je ne vais pas entrer là, sinon François n'aurait pas le temps pour faire son exposé. En tout cas, les jeunes, pour en revenir aux jeunes de Nantes, ces jeunes de Nantes ont été souvent des militants socialistes, des jeunes socialistes qui ont été gagnés au trotskisme justement par ce travail à l'intérieur du Parti socialiste et qui ont été gagnés au trotskisme, j'en ai parlé tout à l'heure, par le rejet absolu de la non-intervention et donc de la politique du Parti socialiste à l'époque. Alors ensuite, on aborde donc le troisième point de mon introduction, je vais essayer d'aller assez vite, c'est ces jeunes militants trotskistes, donc en 1940, ils sont dans la guerre, cette guerre, l'occupation du pays à partir de juin 40, le régime de Vichy. Alors, il y a, je dirais, une certaine évolution dans la politique qu'ils ont menée, qui est importante pour comprendre ce dont on va parler après. Cette évolution, c'est la suivante, c'est que les jeunes militants trotskistes, dans les premiers temps, c'est-à-dire en 40, 41, au début de 42, ont, je dirais, globalement une politique qui met au premier plan l'opposition à l'occupation nazie et le rejet de cette occupation nazie et une logique, je dirais, de résistance, même si ils ne vont pas jusqu'à s'intégrer au mouvement de résistance, aux mouvements nationaux de résistance. Et puis à partir de 1942, il y a une évolution qui se produit dans le mouvement trotskiste. Et cette évolution, c'est l'idée du renvoi dos à dos, en gros, pour simplifier, des deux camps. C'est-à-dire qu'on a à partir de début 42, dans La Vérité, le journal des trotskistes, l'idée que De Gaulle et Laval, ça se vaut. Et petit à petit, il y a cette idée que finalement, si les alliés anglo-américains l'emportent, ça sera aussi une dictature et que les travailleurs n'ont pas à choisir entre deux dictatures. C'est cette politique-là qui va devenir absolument celle des militants trotskistes. Alors, je vais terminer rapidement, dans la période qu'on étudie, et qu'a notamment étudié François à partir du journal Front Ouvrier que diffusaient les militants trotskistes, dans cette période-là, alors le journal qu'on a retrouvé, c'est à partir de novembre 43, et cette période-là, juillet 43, pardon. Il faut rapidement que je passe la parole. Et donc, les militants, dans cette période-là, 43, c'est une période où il y a trois événements nouveaux qui sont un peu le contexte dans lequel les militants trotskistes vont évoluer. Ces trois événements nouveaux, c'est d'une part la chute de Mussolini qui est actée par la défaite militaire, mais aussi par un mouvement très important, un mouvement social, un mouvement de grève très important, notamment dans l'Italie du Nord. C'est évidemment la bataille de Stalingrad et la défaite du nazisme, donc on sent que le nazisme est en train de reculer, mais en Italie, il l'a fait grâce à un mouvement social, et donc les militants trotskistes ont l'idée que la même chose peut se produire en Allemagne. En fait, c'est aujourd'hui que ça ne s'est pas produit, mais c'est plus facile de s'en rendre compte après coup, mais leur logique, c'est préparer la révolution allemande. D'où l'action qu'ils vont avoir, et dont François va reparler, vis-à-vis des soldats allemands pour les gagner à la Révolution. Et le troisième événement important de l'année 43 qui change la donne, c'est le STO, le service du travail obligatoire, l'idée d'envoyer l'obligation pour les jeunes de partir travailler en Allemagne, et il va y avoir
un refus massif d'une partie de la jeunesse, notamment à Nantes, et les trotskistes vont s'en faire l'écho beaucoup dans leur journal, et je pense que ça c'est effectivement un des aspects tout à fait important et tout à fait intéressant. Voilà à peu près donc le cadre général dans lequel s'inscrit ce qu'on a fait. Alors je voudrais quand même préciser, on a dit que, on a parlé un peu, les militants trotskistes de l'époque, l'orientation générale était celle du renvoi dos à dos, donc on ne choisit pas entre les deux impérialismes. Ce qu'on voit quand même dans le Front ouvrier, c'est que y a quand même une plus grande opposition à l'Allemagne, aux nazis. Et par exemple, il y a un exemple je terminerai là-dessus, il y a un exemple qui est frappant, c'est qu'en 1943, les militants de Brest, ils ont des informations sur une base de sous-marins allemands et ils transmettent ça aux Anglais pour leur permettre de bombarder. Donc, vous voyez, il y a une petite contradiction entre, d'une part, la ligne politique qui est celle du renvoi dos à dos, on va discuter, et par ailleurs, le fait qu'ils se sentent plus opposés au nazisme, et on le sent beaucoup dans le Front ouvrier. Donc je passe la parole à François qui, lui, va nous rentrer dans le vif de ce qu'écrivent les militants de l'époque et de ce qu'ils vivent. Merci Robert. Juste avant, peut-être donner 2 ou 3 indications sur comment on a travaillé. Hein, on est 3 retraités. On n'avait pas prévu de faire un livre. Hein, et ça ne se voit pas trop. Mais on se disait, vivant à Nantes, que ce n'était pas possible que la mémoire de... On avait connu quelques camarades qui étaient des militants trotskistes pendant la guerre, et rien. Bon, on savait que quelques-uns avaient été tués par les nazis, que plusieurs étaient morts en déportation, rien. Et on s'est dit, c'est pas possible. Hein. Essayons de voir, et on a été conseillé pour aller travailler aux archives, notamment du département, où là, on a trouvé beaucoup de documents, que, un peu par hasard, les historiens précédents avaient ignorés. Hein, c'est parce qu'on n'était pas les premiers à passer aux archives, et notamment, on a retrouvé 15, comme l'a dit Robert, 15 des 19 journaux clandestins imprimés à Couéron, une petite ville de la Basse-Loire, distribués dans 20 grandes entreprises de Nantes et de la Basse-Loire, sur 6 à 8 pages, ce qui n'est pas rien. Hein. Et un journal, un vrai journal, avec une vraie maquette, etc., une vraie structuration avec un édito politique, des échos d'entreprises, de ces différentes entreprises, et dont évidemment les flics disent au début, tout ça n'a aucun écho. Mais ce qu'on voit, c'est qu'en 1944, il n'y en a plus un qui dit ça, parce que ça a un écho tout à fait important, et y compris ce journal clandestin va être le seul en 1943 et 1944, un 1943 qui est une année terrible de la guerre, avec une répression aiguë, hein, parce qu'évidemment les nazis savent qu'ils sont en train de perdre la guerre, il y a l'échec de Stalingrad, il y a le recul en Afrique du Nord, ceux qui, en France, ont adhéré, hein, sont devenus des collaborateurs de l'État français d'abord, eh bien eux aussi savent qu'ils vont perdre, hein, ou qu'ils ont de grandes chances de perdre. Et donc là, il y a une violence. Et par exemple, à Nantes, on va avoir ce qui est connu comme le procès des 43, c'est-à-dire c'est des militants communistes qui, pas de Chateaubriand, des militants communistes qui sont arrêtés en 1942, et les nazis organisent un procès à grand spectacle, mais un procès avec tribunal allemand, avocat allemand, sans traduction pour les accusés, qui se traduit par l'exécution d'à peu près tous les militants, mais aussi qui laisse exsangue complètement ce parti sur la Basse-Loire et le département. Hein. Et dans ces conditions, hein, c'est dans ces conditions que les militants trotskistes vont sortir leur journal. Mais commençons dès le départ, un petit élément des 40. Des 40, il n'y a pas un vrai groupe trotskiste qui existe. Il y en a eu un petit qui s'est créé en 1936, qu'on a retrouvé, on ne connaissait pas, qu'on a découvert, hein, qui a eu une activité, etc. Mais c'est surtout le fait qu'il y a eu des jeunes, comme le disait Robert, qui sont plutôt issus des jeunesses socialistes et des auberges de jeunesse. Les auberges de jeunesse, c'est très important, c'est-à-dire qui est un espace d'autonomie pour les jeunes, à un moment où il n'y en a pas beaucoup. Hein. Et à Nantes et en Basse-Loire, bah, les auberges de jeunesse, c'est plutôt les bords de Loire.
hein, et quand il fait beau, ben, on fait du camping, etc. Hein, et puis on peut se retrouver de façon mixte, hein, ce qui est très rare, et puis autogérer sa vie. Hein, et pour des jeunes, il n'y a pas beaucoup de choses de mieux. Et donc là, effectivement, on vit, on chante, on discute, etc. Et on discute de cette situation qui est terrible. Un tir à la fois, la montée du fascisme. Hein. Et c'est renforcé sur Couëron, hein, par le fait qu'il y a une communauté espagnole significative, hein, et il y a un film qui passe à Couëron qui parle de la résistance du POUM, le Parti ouvrier d'unification marxiste, qui est plutôt, on va dire, un peu l'aile gauche du Front populaire espagnol. Et les Espagnols qui sont là-bas, ils disent c'est pas possible, et 12 vont partir dans les jours qui vont suivre en Espagne, renforcer la République. Et dans ces 12, il y a, quelquefois la petite histoire rejoint la grande, il y a le père de l'amoureuse du camarade qui anime un petit peu ce groupe qui a rompu avec le PS, qui essaye de trouver une solution, qui s'appelle Roger Tual. Et Roger Tual, qui hésitait entre les pacifistes, les révolutionnaires, là, il tranche clairement. Alors, une petite chose qui nous a fait sourire, je pense qu'elle va vous faire sourire aussi. Au début, il crée un groupe de jeunes qu'ils appellent le DRANIP. Et je vous promets qu'on s'est creusé la tête pour dire que veut dire DRANIP, etc. On cherchait, on ne trouvait pas. C'est simplement l'anagramme de Pinard. Hein. On l'a retrouvé après parce que ces jeunes avaient aussi ce défaut, hein, de se réunir souvent avec, autour d'un verre de vin. Donc DRANIP, ça veut dire effectivement Pinard. Mais c'est comme le disait le vieux militant trotskiste de l'époque, qui était Yvan Crépeau, qui était aussi quelqu'un qui était né à La Roche-sur-Yon, qui avait la famille sur Nantes. Et Yvan Crépeau était vieux, il avait 28 ans. Hein, c'était le vieux. Hein. Et Yvan Crépeau est allé aux auberges de jeunesse pour former ces jeunes, pour discuter, hein, pour les gagner, hein, à la Révolution. Et c'est bon. Quand arrive la guerre, quand les Allemands arrivent, il y a d'abord le petit groupe. C'est un tout petit groupe. Nationalement, c'est 100 à 150 personnes maximum. C'est un tout petit parti. Et ils viennent, les animateurs viennent se réfugier dans les auberges dans le camping de Couëron. Hein. Donc arrive une dizaine de personnes. Hein. Alors, on a une question qui peut intéresser des historiens, peut-être de lutte ouvrière, c'est que dans ces personnes, on sait qu'il y a une Roumaine. Et on s'est interrogé si elle pouvait être la camarade Louise. On ne sait pas. Hein. On sait qu'elle est restée quelques jours, etc. Alors évidemment, il y avait aussi une américaine et un certain nombre de responsables. Et là, il y a une première discussion. Mais une première discussion qui était tournée vers l'intervention. C'est-à-dire, très vite, ils vont sortir un journal clandestin qui vont distribuer un petit peu, hein, qu'ils ont appelé l'Étincelle. Et ils vont faire 4 numéros de l'Étincelle entre le juillet et le 31 août, ce qui est beau, ce qui est pas mal. Hein. Et alors après, on ne sait pas du tout quel écho ça a eu. C'était un journal qui essayait de comprendre la nouvelle situation. Dans quelle situation, voilà. Après, la situation était en réalité beaucoup plus compliquée que ça, parce que le mouvement ouvrier, non seulement était complètement cassé, hein, par la guerre qui est arrivée, par la victoire des troupes allemandes sans combat, par l'effondrement de l'appareil d'État, et puis aussi par la mobilisation des cadres. Hein. C'était la mobilisation générale. Et donc, les syndicalistes étaient complètement effondrés. Quand on a vu les chiffres de la CGT du département, qui était un syndicat pas très gros, mais qui avait 55 000 adhérents, hein, en 1937, en 1940, les plus optimistes disent 2 à 3 000. Hein. Donc on mesure.
Alors, il y a évidemment eu d'autres conséquences, notamment les conséquences de l'interdiction des organisations communistes après la signature du pacte germano-soviétique, mais n'empêche. Et puis, tous ces gens-là sont mobilisés. Et donc, il reste dans ce petit groupe un camarade qui s'appelle Robert Cruau et qui a une certaine importance parce qu'il va jouer un rôle majeur. Et Robert Cruau, la première chose qu'il va faire, c'est essayer de recruter des personnes pour construire une petite organisation. Et à la fin 40, il y a 3 cellules des comités pour la 4e internationale. Il y en a une à Nantes qui est dirigée par un docker. Il y en a une deuxième à Couéron qui est dirigée par les camarades Alex Bourguillot et Roger Duval dont je parlais. Puis il y a une troisième à Nantes qui est dirigée par Robert Cruau, qui est un jeune postier, qui est né en 21 et qui une famille extrêmement pauvre, qui vit seul avec sa mère et un frère grand handicapé. Et donc les 10 personnes, c'est autant de femmes que d'hommes, c'est 5-5. Et ces jeunes vont commencer ils se disent, l'essentiel, c'est il faut nourrir une résistance ouvrière. Très vite, il y a un débat stratégique qui est ouvert, c'est est-ce que c'est les actions terroristes qui peuvent faire reculer l'armée nazie et la présence des nazis? Et leur réponse est claire, c'est non. Il faut que la classe ouvrière se bat pour elle-même, et la seule façon de se battre pour elle-même, eh bien, c'est qu'elle retrouve confiance en elle. Et tout ce qu'ils vont faire va être tourné vers là. Alors je vais un peu vite si on veut continuer. Robert me montre qu'il a raison. Ils vont pendant les 2 premières années de la guerre, même jusqu'à 42, avoir un travail de construction du parti, mais toujours avec une intervention dans la classe ouvrière. Une intervention qui se concrétise toujours à la sortie de Fun. On ne les a pas tous retrouvés. On en a retrouvé quelques-unes. Il y avait un bulletin qui a été édité conjointement en Finistère et en Loire-Inférieure, mais c'était aussi parce que c'était la région, c'était la même région bretonne, et les militants étaient habitués à travailler ensemble. Donc après les réunions, c'était pas très simple, ils faisaient beaucoup de vélo, ils avaient des capacités de vélo assez extraordinaires, mais bon, le Bretagne Rouge, les flics en ont retrouvé plusieurs exemplaires, et ce journal est assez remarquable, mais il y a toujours, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de collection complète de Bretagne Rouge. On a pu identifier une dizaine de numéros. J'avance. La Vérité, c'est leur journal national, qui va être imprimé d'ailleurs par 2 imprimeurs de Couéron. Un copain qui a été arrêté, qui est grillé, comme on dit, et comme il est imprimeur, il lui est proposé de monter à Paris, comme on dit quand on est en province, pour devenir l'imprimeur clandestin de ce journal qui a été le premier journal de la résistance anti-nazie et qui va tenir jusqu'à la libération. Et donc, ce travail, ils vont le faire, ils vont y compris aider à imprimer les journaux clandestins en allemand que sortira la 4e internationale. Et donc, ça permet là d'aller vers la conclusion, dans ma conclusion, sur 2 points. La résistance ouvrière, c'est effectivement le fait d'accompagner un renouveau de la combativité ouvrière. Et ce renouveau, il est porté par la jeunesse. Et Robert l'a dit, c'est la jeunesse par rapport au rejet du service du travail obligatoire et avant de la relève. Alors, dans des conditions qui sont terribles, il faut prendre cette mesure. Par exemple, je le dis parce que c'est un nom qui m'a marqué et que personne n'avait repéré. Ce nom, c'est Constant Boucaud. Constant Boucaud, c'était un ouvrier qui était né à Châteaubriand, qui avait été au Parti communiste, qui avait quitté le Parti communiste, qui était plus vieux. Il était né en 99. Il avait été mobilisé comme tout le monde, libéré en 41. Il trouve du travail à Sud Aviation à Nantes. Et à ce moment-là, c'était le moment où les nazis voulaient, parce que ça ne marchait pas trop, l'appel au volontariat pour aller en Allemagne. Et donc la décision de la commandature de Nantes, c'est de dire, les ouvriers sont dans les usines, on va aller les récupérer directement. Et donc les flics allemands vont
à Sud Aviation, tourne les mitrailleuses vers les entreprises, et c'est le témoignage de la police française, c'est effrayant, hein, et rentre pour récupérer les jeunes. Et à ce moment-là, il y a Constant Boucaud et 10 vieux ouvriers qui vont au contact des polices allemandes, permettant aux jeunes de se barrer derrière et d'échapper. Donc évidemment, les 11 sont arrêtés. Compte tenu de la fiche qu'on a retrouvée, que la préfecture avait donnée sur Constant Boucaud, son avenir était tout tracé. Hein, il est mort à Buchenwald en 1945, et son nom était totalement ignoré, et il doit être au Panthéon de nos mémoires. Après, cette question du service du travail obligatoire, elle amène vraiment une radicalisation très très importante. On n'arrive pas à en prendre la mesure, mais on a des démonstrations à Nantes de manifestations. D'abord, un refus massif, les jeunes essayent d'échapper par tous les moyens. Et il y a des chiffres considérables. Le nazi qui suit ça à Nantes, en lien avec le préfet, hein, qui est tout à fait complice, mais à un moment, il lui dit « mais il n'y en a pas 10% qui partent, c'est pas possible hein ». Et il dit « c'est le plus mauvais chiffre de France ». Alors depuis, on sait qu'ils ont dit la même chose dans le Finistère, je pense qu'ils ont dit ça dans plusieurs départements. Hein. En règle générale, les gens n'avaient pas envie de partir et ils essayaient d'échapper. Hein. Mais là, donc il y a une solidarité qui se passe, il y a une défense des jeunes, une solidarité, et c'est vraiment ça qui va marquer aussi tout ce renouveau de la mobilisation de la classe ouvrière, qui permet de faire réintervenir la question des revendications. Et le Front ouvrier, en permettant que les informations soient horizontales, c'est-à-dire que ce qui se passe en termes dans telle entreprise, ce qui se passe au Batignolles, soit connu à Béguincet, que ce qui se passe au chantier Bretagne soit connu au chantier Pinouette. Tout ça, c'est vraiment, on n'a pas le temps de développer, mais franchement, dans le livre, je crois que c'est une partie qui est passionnante, parce qu'on apprend beaucoup de choses sur ce qu'était la vie à l'époque, et on apprend beaucoup de choses hein, sur quelle résistance il y avait. Le point qui était le point essentiel pour ces jeunes révolutionnaires, c'était la question de l'internationalisme, de la fraternisation. Et je vais finir là-dessus parce que c'est un petit peu connu, pas trop, et on va aller un petit peu, et ça va nous ramener au Finistère. Les camarades, depuis le début, ont cette certitude, ils ont été formés là-dessus, hein, avec la fraternisation, écrivent-ils, n'est pas la complaisance du vaincu pour le vainqueur, de l'oppressé pour l'instrument de l'oppression. Nous ne sommes pas les frères, mais les adversaires impitoyables du nazi sous l'uniforme. À lui, nous parlons comme à un frère trompé, sans provocation, avec franchise et fermeté. Mais par contre, il y a nombre de militaires allemands qui sont des ouvriers sous l'uniforme, qui étaient peut-être des anciens syndicalistes et qu'il faut gagner au combat contre le nazisme. Et c'est ce pari, ce choix politique qui est posé hein, comme objectif. Ils se disent il faut qu'on le mette en œuvre. Hein. Et le choix qu'ils font au niveau de la Bretagne, c'est de dire il faut le faire à Brest. Pourquoi à Brest? Parce que contrairement à la plupart des villes où les autorités militaires allemandes font changer leurs militaires tous les 6 mois pour pas qu'il y ait un lien à la population. À Brest, pour des raisons techniques liées à l'arsenal, eh bien, il y a une technicité qui fait qu'on les laisse à Brest. Plusieurs centaines d'Allemands sont à Brest depuis 1941 et vont rester jusqu'à la libération hein, pour pouvoir travailler de leur métier. On ne forme pas hein, des techniciens, des professionnels comme ça. On ne peut pas les changer. Hein. Et ça, donc, ça donnait une cible plus intéressante. Et pour faire ce travail, ils avaient un camarade nantais, Robert Truot, qui parlait un petit peu allemand. Bon. Un autre qui avait été gagné à la 4e internationale en 1942, qui était un ancien secrétaire fédéral de jeunesse socialiste, Georges Berthomé, qui parlait aussi un petit peu allemand. Et donc, Georges, Robert Truot, avec 3 autres, Alex Bourguillot, Henri Berthomé, le frère de Georges, et Serge Fioden, nous partent pour Brest en avril 1943.
Donc ils passent par Quimper, où une militante extraordinaire, Eliane Ronel, les héberge quelque temps, le temps de leur trouver des papiers, changer d'identité, etc. Et ils arrivent à Brest, où ils vont commencer ce travail en direction des soldats allemands. Et où je disais que Robert Cruau est quelqu'un d'extraordinaire, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas se contenter de dire bon, la façon il fallait arriver à rentrer en contact avec les Allemands, bon ça va pas, je vais pas prendre, vous pourrez lire dans le livre ce que ça intéresse, mais il disait, voilà, si on veut que les Allemands se retournent contre ceux qui les oppressent, donc les nazis, si on partage fraternellement ce combat de classe pour le socialisme, pour le pain, la paix, la liberté, eh bien, il faut les aider à s'organiser eux-mêmes. Et donc, la 4e internationale avait un journal, Arbeiter und Soldat, travailleurs et soldats, et ce qu'il leur propose, c'est de faire leur journal à Brest. Et il va y avoir, alors, faire un journal, ben, ça ne se fait pas à la place des autres. Donc, il fallait qu'il a réussi à convaincre, alors on ne sait pas bien, sans doute 25 soldats allemands, qui vont se retrouver, qui vont réunir, qui vont discuter. Alors on imagine les risques, mais qui vont sortir 4 numéros d'un soldat, soldat et travailleur de l'Ouest. Et ce journal, on l'a récupéré qu'un seul qui est en mauvais état, mais c'est quelque chose qui est assez extraordinaire, qu'ils vont distribuer. Alors évidemment, on s'imagine bien que la Gestapo est tout de suite alertée. On voit bien les risques, mais il faut comprendre, je crois, et parce que certains ont dit, est-ce que Robert Cruau n'était pas un peu irresponsable, etc. Oui, il y avait un risque considérable, mais Robert Cruau, il savait une chose, hein, que l'émancipation, elle ne peut être portée que par les travailleurs eux-mêmes, qu'ils soient français ou allemands, et qu'on ne pourrait pas faire à la place des Allemands, que ce risque, il fallait le tenter, qu'il avait un risque considérable. Et on a retrouvé des pages, vous verrez, qui sont bouleversantes, où ce jeune, il avait une grande expérience politique, il avait 22 ans à l'époque, et à 2 reprises, il dit, il fait un tract aux ouvriers avant, il dit, le jeune de 22 ans qui a écrit ce tract, il sait très bien que si la Gestapo, ou même les flics britanniques, l'ont entre les mains, il aura la peau que des dalles. Un mois après, c'était le cas. Et la Gestapo va intervenir, suite sans doute à une trahison, il va y avoir une répression absolument féroce. Robert Cruau va être tué le 6 octobre 1943. Le groupe va, bon, ils vont avoir beaucoup d'arrestations. Il n'y aura aucun procès. Pour les Allemands, il n'était pas question de faire des procès à grand spectacle avec ceux qui voulaient intervenir auprès des soldats allemands. C'était un domaine, parce que il y avait le risque de publicité. Et donc, vraiment, on sait aussi que les soldats allemands ont été fusillés, tous ou pas tous, ça on ne sait pas, etc., parce qu'on n'a pas retrouvé le nom, on recherche encore. Hein, c'est un des points sur lesquels qui est important, hein, parce que c'est... Mais bon, on a retrouvé beaucoup de choses, y compris les noms des bourreaux, mais pas le nom des victimes. Mais là, assez récemment, on vient de trouver les noms de 3 soldats allemands, qui ont été fusillés la même semaine que Robert Cruau a été descendu. Est-ce que c'est lié ou pas? On ne sait pas. C'est des choses qu'on devra rechercher. Mais ce travail de fraternisation est un exemple unique, hein, mené par des ouvriers, en direction des ouvriers allemands, qui a réuni un nombre assez important de militants. Je voudrais terminer juste par 2 choses. C'est dire que, donc évidemment, le coup de Brest, il a porté un coup terrible, vous imaginez bien, hein, mais en même temps, 1 mois après cette arrestation, les contacts étaient repris avec les militants brestois, pas pour reprendre une activité, hein, parce que les arrestations avaient été trop nombreuses, mais pour que le journal continue d'être diffusé. La vérité arrivait encore, les militants arrivaient, hein, et il y a un certain nombre de personnes qui sont revenues il y en a qui sont morts en déportation, hein, des militants de grande valeur. Plusieurs camarades sont revenus et ils ont repris une activité. Et quand ils ont repris cette activité, en 1946,
il y en a un qui s'appelle André Calves, qui revient à Brest et qui dit on a toujours dit que les soldats allemands, il y avait nos frères, mais qui sont les prisonniers de guerre qui nettoient toute la ville? C'est pas des Allemands. Alors, est-ce que c'est nos esclaves? Et il se dit, il faut, camarades, qu'on s'adresse aux prisonniers de guerre allemands pour leur dire qu'ils ne sont pas des esclaves, qu'ils doivent se battre pour défendre leurs droits. Et ils vont réussir, c'est quelque chose qui est totalement méconnu, à faire qu'une cinquantaine de prisonniers de guerre allemands, eh bien, vont se syndiquer à la CGT, à faire des réunions clandestines encore, bien que ce soit la Libération, mais où là, l'exemple de fraternisation, il a un sens profond. Et ça, je pense que c'est quelque chose de remarquable. L'autre chose, c'est aussi, vous verrez, ce travail de construction d'une organisation ouvrière révolutionnaire, ça se traduit de façon remarquable en 1946 à Nantes. Je ne sais pas, on va prendre les questions, vos remarques, mais c'est très très intéressant parce qu'on a justement ce petit groupe qui va animer des mobilisations absolument fantastiques contre la vie chère, à un moment où le Parti communiste tourne le dos à la résistance ouvrière, et c'est vraiment cette formation issue de leur expérience pendant la guerre qui va permettre cela. Je voudrais terminer juste en un mot, parce qu'il y a plein de noms qu'on aimerait citer. Vous verrez dans le livre, on a mis 35-36 personnes qu'on a identifiées, mais il y a une chose, moi, qui m'a marqué. Quand les deux frères Berthomé, ils se sont vus la dernière fois à Buchenwald. Georges avait été arrêté à Brest, Henri a été arrêté à Nantes, ils sont envoyés en déportation, et à Buchenwald, les capots se rendent compte qu'ils sont frères. Donc ils les séparent. Henri est envoyé à Dora. Et ils s'embrassent. Henri dit une première, il ne savait pas que c'était la dernière fois. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a ce souvenir précis de ce que lui a dit Georges, qui est à peu près, où que tu ailles, quoi que tu fais, comporte-toi révolutionnaire responsable. Ils avaient une trempe extraordinaire, ces camarades. Bon, voilà. Il y a quelqu'un qui a levé... Il y a quelqu'un qui a levé la main pour une question. Je suppose qu'il y en a d'autres. Oui. Il y a déjà une trentaine d'années, j'avais entendu le témoignage et la présentation de André Calves de son livre Sans notre médaille, qui était alors, comme moi à ce moment-là, militant de la NCR. Mais bon. Et bien sûr, j'ai lu avec vraiment passion et un grand intérêt votre travail, qui est un magnifique travail. Alors j'en ai parlé à des copains, il y en a qui m'ont dit « Ah oui, mais il ne parle pas de la question juive. » Voilà, bon. Et de ce point de vue-là, je voudrais parler des auberges de jeunesse. Parce que les auberges de jeunesse sont la seule organisation qu'on refusait d'exclure les juifs. Et qui d'ailleurs sont devenus majoritaires au sein des auberges de jeunesse face à l'opportunisme du PC dans les auberges de jeunesse, qui a été, bon, comme vous l'avez évoqué, un réseau très important pour la politisation des militants, mais aussi la solidarité internationaliste pour tous ceux qui fuyaient le nazisme, aussi bien en France qu'à l'étranger. Bon, et l'autre aspect que j'ai beaucoup apprécié, bien sûr, c'est la capacité à s'auto-organiser dans une situation extrêmement difficile et à avoir une démarche de front unique ouvrier, c'est notre gros problème aujourd'hui, d'unité ouvrière par-delà les divisions, et aussi des revendications qui ont une démarche de revendication transitoire, là aussi qu'on ne met pas suffisamment en avant. Oui. Moi, j'ai lu récemment le livre, là. J'ai été effectivement très agréablement surpris de voir qu'il y avait des trotskistes qui avaient mené une politique
internationaliste pendant la guerre, parce que bon, j'ai toujours, peut-être que Ludo Voyard pourra me répondre, moi, en tant que militant de Ludo Voyard, on a toujours cru qu'une partie du mouvement trotskiste, en tout cas, avait été opportuniste par rapport à la résistance, hein, aux gaullistes et au PC. Et là c'est vrai qu'on voit des militants extraordinaires qui ont une politique, mais alors en milieu ouvrier et complètement internationaliste. Avec un grand espoir dans la révolution sociale à la libération. On prend encore une question, puis après, nos invités feront des réponses, et puis après, on reprendra les questions. Merci, camarade. La première chose que je crois qu'il faut dire, et je ne vous remercierai jamais assez pour la publication de ce bouquin, c'est quand même qu'il se situe dans la continuité de ce qu'avait écrit quelques jours avant de mourir, Léon Trotsky, quand il écrit à l'oppression sociale s'ajoute l'oppression nationale, dont le fardeau principal est supporté par les ouvriers, de toutes les formes de dictature, la dictature totalitaire, d'un conquérant étranger est la plus intolérable. Et c'est à ces questions-là, me semble-t-il, que les trotskistes du POI se sont retrouvés confrontés à Nantes, et ça me paraît très important. Alors, simplement, je pense qu'il faudrait rajouter une première chose pour répondre aux camarades précédents. Oui, la question juive a été peu abordée et il y aurait matière à étude. Mais je rappelle quand même que le premier journal français qui a publié l'information comme quoi il existait des camps de concentration, et notamment celui de Drancy, ça s'appelle La Vérité. Et nous n'oublions pas ces choses. Voilà. Troisième chose, alors, sur ce que vous racontez, ce que vous décrivez, je ne vais pas le paraphraser ou le discuter. Je pense que par contre, les éditions Silex, et j'attire votre attention sur ce truc-là, ont publié les mémoires, une biographie de Ernest Mandel récemment. Et il faut savoir que les trotskistes du PSR, de la section belge de la 4e internationale, ont mené une activité à peu près équivalente, si je relis ce livre. C'est donc, je pense, important de comprendre cette situation-là. Alors, d'où ma question. Est-ce que vous avez connaissance d'activités de ce style menées par les trotskistes, quelque part d'autres, en France et en Belgique, parce que pour l'instant, c'est à peu près tout ce dont nous disposons. Merci. Ah oui. Je me souvenais plus que j'avais un micro. Oui, les questions qui ont été posées tournent beaucoup autour de la question des Juifs. Et effectivement, le camarade qui a dit que La Vérité avait cité la présence de Juifs au camp d'Auschwitz, et qu'effectivement, c'est tout à fait juste. Et par ailleurs, ce que tu as dit sur les auberges de jeunesse par rapport aux Juifs est tout à fait juste. Après, c'est vrai que quand on lit Front ouvrier, en 43-44, il n'y a effectivement pas un mot sur la question. Et le mot déportation, qui est utilisé souvent, est utilisé exclusivement pour le service du travail obligatoire. Mais, évidemment, aujourd'hui, avec le recul, c'est un problème. C'est un problème qui ne concerne pas seulement les trotskistes, qui concerne toute la gauche et toute la résistance. Alors, en 1942, au moment de la rafle du Veldiv, il y a une émotion, compris dans l'église, dans les églises et par exemple dans les journaux de la résistance, mais après, on oublie ça, et en 1943-1944, et c'est très important à comprendre, en 1943-1944, le mot déportation est utilisé par tous les journaux de la résistance pour le STO, alors que dans le même temps, des millions de juifs sont assassinés avec la déportation. Ça, c'est effectivement un point qui est très important à comprendre et qui a une certaine actualité, puisque, bon, la question de l'antisémitisme est une question actuelle et je n'est pas certain que toute la gauche soit forcément au rendez-vous de la lutte contre l'antisémitisme. Je pense même personnellement que c'est pas le cas. Mais donc il y a cet antécédent-là. Mais encore une fois, ça ne concerne pas que les trotskistes, mais c'est malheureusement beaucoup plus large. Et il y a là probablement une incompréhension de la question. Et alors, après, évidemment, cette question de l'antisémitisme et de l'extermination des Juifs pose la question de la différence, à mon sens,
peut-être là où on aura le débat entre la Première et la Seconde Guerre mondiale, c'est que autant la Première Guerre mondiale opposait des impérialismes, autant dans la Seconde Guerre mondiale, c'est difficile de faire comment dirais-je, de renvoyer dos à dos l'impérialisme anglo-américain et de l'autre côté l'impérialisme nazi qui s'est rendu coupable de l'extermination des juifs, de la répression des homosexuels, des tziganes, etc. Donc voilà, ça c'est une discussion. Après, c'est une discussion sur laquelle aujourd'hui on peut avoir un avis évidemment relativement plus facilement. Ça n'est pas forcément évident pour les militants de l'époque. J'ai dit tout à l'heure combien ils étaient attachés à l'idée que la révolution allait arriver en Allemagne. Bon, évidemment, aujourd'hui, on sait que la révolution n'est pas arrivée en Allemagne, mais c'est quand même évidemment plus facile pour nous. Et au-delà des divergences qu'on peut avoir avec ces militants et militantes, je crois qu'il faut retenir ce qu'a tout à fait bien exprimé François, c'est-à-dire le courage de ces militants et militantes qui est quand même quelque chose de tout à fait qui doit nous inspirer, quel que soit le point de vue qu'on ait sur la ligne politique qui était défendue à l'époque. Celles et ceux qui liront le livre, vous verrez qu'il y a en 41 un jeune du groupe qui a alors 18 ans, qui s'appelle Elie Grousquet, qui est un jeune juif qui est arrêté à Nantes. C'est le premier juif qui est arrêté à Nantes avec son père, qui est déporté et qui, lui, va revenir en 45 et on a récupéré un interview qu'il a donné en 45, ou plus tard, même en 50. Et puis là, très récemment, j'ai son fils qui a pris contact. Et alors ça, je ne sais pas encore, il m'a assuré que son père avait un manuscrit, et j'espère dans quelques jours avoir ce manuscrit. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Mais c'est intéressant parce que Elie Grousquet était un jeune Lituanien qui était parti de Lituanie par rapport au pogrom en 22. Il est arrivé d'abord à Paris, il est allé à Lyon, finalement, avec son père et s'est installé à Nantes. Et en 40, quand ils ont eu cette machine, ils se sont posé une question, les jeunes, c'était où est-ce qu'on met la rodéo? En juin, ils l'ont mis dans une meule de foin. En juin, c'est possible. En septembre, c'est pas raisonnable. Et donc, mais dire à ses parents, est-ce qu'on peut mettre une rodéo à la maison alors qu'il y a l'occupation allemande, c'est pas évident. Et le seul qui a convaincu son père, c'est Elie Grousquet. Et la machine a été pendant 6 mois dans le magasin juif du père d'Elie Grousquet, ce qui n'était pas raisonnable compte tenu de la politique qui s'attendait. Donc après, ils l'ont déménagé. Et il a été arrêté en réalité comme juif, mais comme juif russe, parce que l'URSS ayant envahi la Lituanie, la France lui a donné la nationalité soviétique. Et d'ailleurs, à son retour, Elie Grousquet, on l'a appris par son fils, a refusé la nationalité française. Il a dit, en France, j'ai été arrêté par les flics français, apatride je suis, apatride je serai. Et jusqu'à sa mort, il est resté apatride. Et en même temps, on se dit, bon, il n'y a pas plus que ça. Il n'y a pas plus que ce témoignage qui montre que la capacité de Robert Cruau de gagner ce jeune juif, il est arrivé en France à 1 an, c'était un jeune Français comme les autres, quoi. Mais de le gagner, d'en faire un militant, un des premiers qui a diffusé l'étincelle, et qui reste fidèle à ce combat. Mais c'est vrai que là, il y a une vraie interrogation sur le pourquoi. Le pourquoi de ce silence, c'est quelque chose qui doit nous interroger à l'évidence. Oui. Alors, moi, je voudrais dire quelque chose à ce propos. D'abord, en lisant le livre, moi, j'ai vu des articles qui ont été écrits pour dénoncer l'antisémitisme et pour appeler les ouvriers à s'y opposer dans le journal Front Ouvrier. Bon, comment? Bretagne Rouge. Oui, Bretagne Rouge, pardon, excuse-moi. Non, ce que je veux dire par là, c'est que à l'époque,
les gens ne savaient pas, y compris les militants, quelle était l'ampleur de la solution finale nazie, mais les militants, évidemment, ils combattaient l'antisémitisme. Bon, et pas seulement parce que parmi eux, il y avait beaucoup de juifs, mais je tiens quand même aussi à dire que le premier qui a dit que la guerre allait se solder par la liquidation du peuple juif en Europe, c'est Trotsky, et qui a mené une campagne dès 1935 contre ça. Alors, faut pas non plus, chercher... Bon. Alors, une autre petite chose. Bon, avec les camarades tout à l'heure, on a dit qu'on représentait des courants différents. Bon, c'est exact, mais en particulier, en ce qui concernait le début de la guerre, et ils y font allusion d'ailleurs, ils citent ce que écrivait le groupe Barta. Le groupe Barta, lui, tenait à affirmer que la guerre était impérialiste et qu'il ne savait pas ce que Trotsky écrivait à la même époque, puisque les relations étaient coupées entre l'Europe et l'Amérique, mais Trotsky disait « la France est occupée, mais notre voie n'a pas changé, c'est une guerre interimpérialiste ». Et ça, il l'a écrit 2 mois avant d'être assassiné. Eh bien, d'une certaine façon, Barta, qui ne l'avait pas lu, il était sur cette ligne-là quand il a écrit « La lutte contre la seconde guerre impérialiste mondiale ». Et s'il y a des camarades qui veulent voir, encore une fois, c'est pas une question de polémique, mais c'était une option qu'avaient des camarades de quand même céder à une certaine pression ou de ne pas céder. Eh bien, la brochure sur la Seconde Guerre mondiale, nous la vendons parce que nous l'avons rééditée au stand de Lutte ouvrière, à la Cité politique, et c'est intéressant. Et moi, je voudrais dire une chose aux 2 camarades qui sont donc à notre côté, c'est que en lisant leurs livres, moi, justement, j'étais très intéressé par rapport à ce que disait un camarade tout à l'heure, de voir qu'il y avait de jeunes militants qui, pratiquement tout seuls, parce que ça, tu l'as dit, mais on n'a pas insisté là-dessus, ils étaient pratiquement coupés de ce qui pouvait avoir été des dirigeants de la section française de la 4e internationale, et parce que certains étaient partis, ils avaient été emprisonnés, etc. D'eux-mêmes, ils retrouvaient, alors avec des tâtonnements, la politique qu'il fallait mener, s'adresser aux travailleurs, en priorité aux travailleurs, et en disant « cette guerre n'est pas la nôtre », parce que ça aussi, ils le disent. Alors ils le disent, comme Robert l'a dit, des fois en mettant une inflexion dans un sens ou dans un autre, mais c'est ça aussi qu'on voit, hein, c'est que c'était pas joué d'avance ce qui allait se passer. Bon, et effectivement, la révolution, comme après la Seconde Guerre mondiale, c'était pas simplement une vue de l'esprit. Bon, les trotskistes, ils militaient dans ce sens-là. En tous les cas, ceux qui étaient restés fidèles à l'esprit de Trotsky et de Lénine, à savoir que oui, la guerre, eh ben, il fallait transformer la guerre impérialiste en guerre civile, en guerre contre la classe ouvrière, contre la bourgeoisie et en armant la classe ouvrière. Et ça, eh ben, c'est ce qui est finalement l'essence du trotskisme, je crois. Hein, on sera d'accord là-dessus. Bon, ben voilà, comme c'est nos invités qui vont avoir le dernier mot, je vous donne la parole. Eh ben, on va pas être très long, hein, on va simplement, je crois, parce qu'hélas, on pourrait continuer, vous avez bien compris longtemps. D'abord, moi je tiens à remercier Pierre et les camarades de Lutte ouvrière de cette invitation. C'est très émouvant de vous voir tout cela, et vraiment, mon souhait, notre souhait, c'est que cette histoire des camarades, cette histoire méconnue, cette histoire occultée par les staliniens, il faut le dire, eh bien cette histoire, il faut la faire connaître. Si notre livre le permet, on sera extrêmement heureux. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu quelques dizaines d'ouvriers internationalistes, d'ouvriers trotskistes, qui n'ont jamais baissé les bras, qui toute la guerre ont fait preuve d'un courage absolument héroïque. Leur nom doit être connu, c'est notre patrimoine, ils nous aident dans les luttes d'aujourd'hui.